Et avec nous pour ce club, Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël. Merci d'être là, éditorialiste politique à I24 News. Émilie Zapalski. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci également d'être avec nous, communicante fondatrice de l'agence Émilie Conseil. On va parler avec vous de l'affaire Betaram. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire a été publié hier. Il pointe un défaut d'action de François Bayrou. On va y revenir, puis on parlera de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron a réuni les forces politiques hier à Paris. Peut-il sortir l'archipel de l'impasse? On verra tout ça. Stéphane, hier soir, au Sénat, il y avait un débat sur le Proche et Moyen-Orient. Oui, et les sénateurs avec le gouvernement ont débattu sur la guerre menée par Israël contre le Hamas, la guerre en Iran, les frappes israéliennes et américaines en Iran, mais aussi les otages français, Cécile Colère et Jacques Paris, otages en Iran depuis 3 ans. Et on voit ça dans quelques instants. D'abord, c'est l'heure de l'actualité dans nos régions. Actualité dans nos régions du côté de Pau. Aujourd'hui, Nicolas Rebière, bonjour, merci d'être avec nous. On va vous retrouver dans quelques instants, Nicolas, rédacteur en chef de la République des Pyrénées, parce qu'on va parler avec vous du rapport Betaram et comment il a été perçu dans votre région. Mais d'abord, on va voir les principaux enseignements de ce rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire avec Jérôme Rabier. 4 mois d'enquête parlementaire, des dizaines d'auditions jusqu'au sommet de l'État, dont celle de François Bayrou sur l'affaire Betaram. Et au final, un rapport de plus de 300 pages qui cible l'omerta qui règne sur les violences en milieu scolaire et sur la responsabilité de l'État en la matière. Ce rapport fait un constat accablant, celui d'une défaillance majeure de l'État dans le contrôle et dans la prévention des violences en milieu scolaire. Il porte 50 recommandations, toutes communes, à Violette Spilbout et à moi-même. Pour les députés, la prévention des violences est insuffisante, les contrôles quasi inexistants, les signalements lacunaires et les procédures de traitement des cas de violence inefficaces. Il faut pour eux une révolution pour qu'il n'y ait pas de nouveau Betaram et désormais reconnaître pleinement les victimes. À la création d'un fonds d'indemnisation qui permettra individuellement de reconnaître chaque victime, fonds d'indemnisation par l'État, parce que c'est bien l'État qui a été défaillant dans le contrôle des établissements scolaires. Seul point majeur de divergence entre les co-rapporteurs, le cas individuel de François Bayrou. Pour l'élu insoumis Paul Vannier, le Premier ministre a menti et devrait être poursuivi pour faux témoignage. Et moi, je constate que François Bayrou s'est parjuré devant notre commission d'enquête en prétendant avoir envisagé de porter plainte en diffamation contre le journal Mediapart le 11 février dernier à propos d'un article qui a été publié le 12 mars. C'était donc impossible. Une demande de transmission à la justice qui a été refusée par la commission d'enquête et sur laquelle la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet refuse de revenir malgré la saisine du groupe insoumis. Et on va voir comment est accueilli ce rapport dans la région. On va à Pau. Nicolas Rebière, merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la République des Pyrénées. À l'issue de la présentation de ce rapport parlementaire, Nicolas, le collectif des victimes a tenu une conférence de presse. Oui, tout à fait. C'était à midi hier et le rapport, la conférence de presse était à peine terminée, voire elle n'était pas encore tout à fait achevée. Et ils avaient choisi la Croix des Hauteurs. C'est un lieu très connu des anciens de Betaram. Il y avait des anciens de Betaram, mais il y avait aussi des anciens de Dax, par exemple. Enfin, en gros, des collectifs de victimes du Sud-Ouest. Et ils ont dit à Alain Esquer, qui est le porte-parole, qui est celui qui a lancé le groupe Facebook, qui a permis finalement de faire émerger l'affaire Betaram depuis 20 mois, en recueillant notamment environ 200 plaintes. Il a redit ce qu'il disait à la fois. Oui, Bayrou est en partie responsable, mais c'est à la fois... Alors lui, il va plus loin, il ne dit pas qu'il n'y a que l'État qui est responsable, c'est toute la société qui était responsable. Et les victimes pointent souvent, notamment les parents, qui savaient combien à Betaram la discipline était rigoureuse, voire pire, même s'ils ne savaient pas forcément qu'il y avait également des violences sexuelles, mais qui mettaient les enfants dans ce genre d'établissement. Donc les victimes, d'un point de vue très pratique, abondent beaucoup sur le principe du fonds d'indemnisation pour être reconnus comme tel, parce que pour la plupart, et on le sait, malgré l'enquête judiciaire ouverte, malgré une mise en examen ou plusieurs, ils savent que la prescription viendra empêcher leur reconnaissance comme victime.
Et au cœur de cette affaire et du rapport, il y a François Bayrou. Quelles sont les conséquences pour le Premier ministre qui est maire de Pau également, Nicolas? Alors, moi je ne dirais pas qu'au cœur de l'affaire, il y a Bayrou. Au cœur de l'affaire médiatique et au moment où toute la presse s'en intéresse, c'est quand Bayrou devient Premier ministre. Au cœur de l'affaire, il y a cette institution Betaram où des enfants ont été maltraités, voire violés, en toute impunité pendant des années. Qu'est-ce que savait Bayrou? A-t-il agi correctement ou pas? Le rapport dit un défaut d'action. Bayrou nous a répondu, on l'a appelé hier, et il dit « Je suis le seul ministre à avoir demandé un rapport sur Betaram ». Et on sait que c'est ce fameux rapport dont l'auteur lui-même a dit qu'il avait été bâclé, mais c'est vrai que c'est un rapport qui ne pouvait pas alerter forcément. Au bout, qu'est-ce qui se passe? Certes, Bayrou est pointé du doigt par Paul Vannier, mais aussi par le rapport. Et en même temps, vous voyez qu'au sein de la commission, ils ne sont pas tous d'accord, notamment sur la question du parjure. La présidente de la commission estimant qu'on est très loin de l'objet des faits pour le parjure face à la commission d'enquête. Violette Pillebout également considérant après l'audition de Bayrou qu'elle le croyait. On voit très bien que là, la politique revient et que, évidemment, les opposants de Bayrou estimeront qu'il n'a pas fait assez et que ses défenseurs, et lui-même d'ailleurs, qui se défend pied à pied sur cette affaire, estiment qu'il ne pouvait pas savoir à l'époque. Je rappelle que pour l'affaire Betaram, il y a quand même 2 temps. Il y a le temps des violences, c'est les années 91-93 avec des plaintes, etc. Bayrou encore ministre. Puis le temps des violences sexuelles, quand les premières plaintes arrivent, c'est 98. Et ça, c'est essentiel de ne pas mélanger ces 2 moments. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. La une de la République des Pyrénées, un rapport pour éviter une autre affaire Betaram. C'est à la une de votre journal. Merci Nicolas Rebière d'avoir été avec nous. Mickaël, alors c'est vrai que du coup l'attention s'est beaucoup focalisée sur François Bayrou, mais finalement ce rapport il pointe des défaillances de l'État, des défauts de contrôle. Oui, c'est ça qui est intéressant et je me demande pourquoi le député Vannier a décidé de tirer une balle dans le pied de ce rapport en faisant sa sortie sur François Bayrou, sachant parfaitement, parce qu'il connaît bien l'écosystème médiatique, depuis hier on ne parle de ce rapport qu'avec l'occurrence liée à François Bayrou, et c'est bien dommage parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de recommandations, qu'il y a effectivement le sort des familles, des victimes et des éventuelles victimes encore à éviter au cœur de ce rapport. C'est un travail utile et une fois de plus une démarche politicienne, je trouve, l'affaiblit dans l'écho qu'il peut avoir auprès de la société. Oui, moi j'ai l'impression qu'en effet, cette lutte, elle a brouillé un petit peu les pistes. La lutte entre Paul Vannier, François Bayrou, ça a brouillé les pistes pour quelque chose qui est quand même... je sais pas, mais ce sujet, il est ultra important. On a l'impression, et c'est vrai qu'on entendait, c'est un problème de société. Il y a une question de société aussi. Donc François Bayrou, on voit bien que voilà, ça va pas le toucher. Il n'y a pas assez d'éléments pour montrer, et pourtant, sûrement, il aurait pu probablement faire quelque chose davantage. On voit qu'il n'y a pas assez de preuves et que cette lutte de Paul Vannier, elle n'a pas abouti. Maintenant, sur cette question de ce qui se passe dans ces écoles privées, je sais pas, on a eu déjà toute la question de l'inceste qui a été un petit peu pris en charge avec la Civis, cet établissement qui était chargé de recueillir les témoignages des uns et des autres, dont on ne sait plus trop maintenant ce qu'il fait parce qu'on a coupé la tête de ce juge qui était si actif. Là, on attaque tout ce qui est établissement privé. Je pense qu'il y aura encore d'autres ménages à faire. C'est très bien que la société et que l'État commencent à s'y mettre. C'est très bien qu'il y ait quand même ces parlementaires qui fassent ces commissions d'enquête parce que c'est comme ça qu'on arrive à creuser ce type de problème. C'est dommage que ça soit brillé par des vues politiciennes un petit peu de bas étage, mais il faut quand même reconnaître que le travail est super important et qu'il ne faut pas lâcher là-dessus. Et je pense encore une fois que c'est pas fini, toutes ces questions-là. On a laissé la société, on a laissé des horaires se faire et je pense qu'on va découvrir encore dans plein d'endroits où ça se passe. Donc il y a un travail qui va devoir être poursuivi. Oui, c'est emblématique en réalité. C'est-à-dire que ça montre bien, puisque ces partis, cette formation politique se targuent de vouloir peut-être un jour diriger la France, ça montre bien à quel point il y a une grande difficulté à s'intéresser à la politique publique et au fond aux politiques qui peuvent concerner les Français.
La seule chose qui a concerné, on a suivi l'audition et on voit bien encore le soin et certainement la volonté de truffer le nom de François Bayrou dans l'accord et de mettre au cœur de sa déclaration, au moment où il rend le rapport, ce député, de mettre en cause le Premier ministre. Mais ça montre bien à quel point, au fond, ça ne les intéresse pas. Et François Ruffin avait raison dans son livre. Ça ne les intéresse pas. Mais vous pensez que ça ne va pas laisser des traces quand même pour François Bayrou, Aucunement. cet épisode? Aucunement. Aucunement. François Bayrou qui cette semaine a échappé à une nouvelle motion de censure. Mais on va voir ce que dit ce matin Marine Le Pen sur cette question de la censure. Elle était l'invitée d'RTL. C'est pas plié, mais il faut être honnête, nous n'avons pas une confiance absolue dans la capacité de François Bayrou à s'opposer au macronisme qu'il a accompagné durant 8 ans, et donc à rompre avec l'idée qu'il faut toujours taper sur les Français, toujours taper sur les mêmes, pour résoudre les difficultés que le macronisme a créées. Ça veut dire que la menace, elle sera là à l'automne, Émilie? Bah oui, la menace, elle sera clairement là à l'automne, au moment du budget. Mais je pense que la position du Rassemblement national, elle n'est pas facile en ce moment. Elle est vraiment difficile, avec évidemment cette question d'inéligibilité pour Marine Le Pen, dont on ne sait pas si ça sera suspendu en 2026 ou pas. Jordan Bardella, qui semble quand même un petit peu encore jeune, et on voit qu'il y en a qui doutent sur le fait qu'il prenne la relève. Des députés, on voit bien qu'ils essaient de se mettre en ordre de marche s'il y a une éventuelle dissolution, en essayant de mettre de côté toutes les brebis galeuses qu'on a vues en 2024 et qui étaient quand même, c'était pas extraordinaire. Donc on voit bien qu'il y a des difficultés, et il y a encore une grosse difficulté qui est au ministère de l'Intérieur, c'est Bruno Retailleau qui est en train de tracer quelque chose qui les embête fortement, parce que ils piétinent sur leur plate-bande en disant moi je repousse le RN, je veux les mettre dehors, mais en séduisant plus ou moins leur électorat. Donc Marine Le Pen, quelque part, elle essaie aussi d'exister, de montrer son opposition, parce que là-dedans c'est quand même très compliqué pour le RN d'être présent et de continuer à marquer des points comme il le faisait auparavant. Elle est en mauvaise posture aujourd'hui, Marine Le Pen, politiquement? Son avenir est toujours incertain, mais moi je note une nouvelle fermeté. Je note le fait qu'ils reviennent, se remettent en avant. Et quand on connaît le fonctionnement, je dirais, voilà, par séquence de Marine Le Pen, notamment après des coups, elle a tendance à se retirer, puis après à revenir à la charge. Là, on est dans cette période de retour. Le fait d'aller effectivement dans une matinale comme celle d'RTL, le fait de reprendre la parole, le fait de reprendre au fond le lead sur cette possibilité de censurer, ça confirme un petit peu ce que l'on entend depuis quelques jours, ce que les lieutenants du RN commencent un petit peu à vouloir expliquer à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une décision au RN de dire il faudra arriver à une dissolution. Et peu importe si Marine Le Pen n'est plus à l'Assemblée, elle n'a plus besoin d'être à l'Assemblée. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont maintenant persuadés qu'avant la présidentielle, il faut une expérience au pouvoir de manière à convaincre les Français. Il leur manque, l'analyse qui est faite en interne au RN, c'est qu'il manque le moment de crédibilité, ou en tout cas de confrontation avec le réel et avec la pratique du pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle il y a maintenant une tendance au sein du RN à dire qu'il faudrait amener le président à dissolution. Je pense que c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné parce que je pense que du résultat. Franchement, oui. Non, mais en tout cas, il y a cette volonté. Mais moi, je sens beaucoup de fébrilité, beaucoup de fragilité, et encore un gap très important, une étape très importante à franchir pour arriver à ça avec les bonnes équipes. On sent qu'il y a cette volonté d'y aller. Mais c'est encore très fébrile. Voilà, justement parce qu'ils connaissent, ils ont conscience de cette faiblesse structurelle, qu'ils se disent il va falloir quand même qu'on ait une expérience au pouvoir avant la présidentielle. On verra ce qu'il donnera. Allez, on va parler de ce qui s'est passé hier soir au Sénat. Il y avait un débat sur son vote sur la situation au Proche et Moyen-Orient. Stéphane, il a été question d'abord des 2 otages français en Iran, Cécile Collère et Jacques Paris. Oui, tous les groupes politiques ont eu un mot de soutien pour ces 2 enseignants. Cécile Collère, professeure de lettres modernes, Jacques Paris, professeur de mathématiques à la retraite. Ils avaient été arrêtés au dernier jour de leur séjour touristique en Iran. C'était il y a 3 ans, en mai 2022. Avec les frappes israéliennes en Iran sur la prison d'Evin le 23 juin, là où ils étaient incarcérés. Les familles étaient très inquiètes. Ils n'avaient plus de preuves de vie de Cécile Collère et Jacques Barrot. Mais mardi, Jacques Paris, mais mardi, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé qu'une visite du chargé d'affaires de la France en Iran
avaient pu avoir lieu, avaient pu les voir. Et François Bayrou, le Premier ministre, en a dit un peu plus hier soir. Nous n'avions plus de nouvelles depuis les frappes sur la prison d'Evin. Et nous pouvons vous rassurer ce soir en vous disant qu'hier, ils ont reçu une visite consulaire et qu'ils sont sains et saufs. Qu'ils sachent, que leurs familles sachent, et tous ceux qui les soutiennent, que nous mobilisons tous les moyens disponibles avec un seul but, obtenir leur libération immédiate. Et Stéphane, quelques minutes après, on a appris que Jacques Paris et Cécile Collère ont été inculpés en Iran. Oui, on savait que l'Iran les accusait d'espionnage depuis leur arrestation. Les avocats des 2 otages contestent cette accusation, mais on ne savait pas pour le compte de qui. Eh bien, ce serait le Mossad, le renseignement israélien selon Téhéran. La sœur de Cécile Collère, Noémie, confirme qu'ils ont été inculpés pour 3 chefs d'inculpation: complot pour renverser le régime, espionnage pour le Mossad et corruption sur terre, ce sont les termes. 3 chefs d'inculpation passibles de la peine de mort. Une source diplomatique nous a indiqué hier soir que ces accusations sont infondées. Ouais, mauvaise nouvelle, évidemment, pour ces otages français, Mickaël. Écoutez, si ce n'est pas aussi dramatique pour ces 2 otages, emprisonnés depuis longtemps, c'en serait risible. C'est le chef d'accusation du mois, le Mossad. Franchement, en Iran, en ce moment, tout celui qui fait une remarque dans la rue, il est accusé d'espionnage pour le Mossad, parce que franchement, c'est l'humiliation du jour. Et donc, ils doivent essayer de revenir là-dessus. S'il y avait encore une petite preuve que ce régime est vraiment totalement à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de nos intérêts, et et voir encore à quel point il y a certaines parties dans la politique française ou au sein de l'exécutif qui considèrent qu'il faut encore avoir des relations avec l'Iran, on en reste les bras ballants. J'espère qu'il va y avoir une cause nationale autour de ces 2 otages. Et qu'il va y avoir toutes les pressions qu'il faut pour pouvoir les libérer, parce que ça devient absolument insupportable de continuer à encaisser ce régime qui est absolument un régime qui est une dictature et qui continue à avoir des pratiques terroristes. Oui. Oui, bien sûr. Bon, on sent qu'on est un petit peu. C'est comme si c'est horrible. C'est des dommages collatéraux de ce qui se passe, et la France, elle observe bien incapable de faire quoi que ce soit. Moi, je suis d'accord, évidemment, que le régime des Mollahs, c'est un régime insupportable, mais j'ai encore du mal à comprendre comment on se met en faute par rapport au droit international pour combattre un régime qu'on considère justement. J'ai du mal encore à comprendre, et je trouve que la position de la France, qui est peut-être la seule qui était possible, mais très ambiguë, de dire Israël a le droit de se défendre, et en même temps on ne va pas la soutenir dans une agression supplémentaire. Moi, je questionne quand même cette position diplomatique que j'ai questionnée aussi après le 7 octobre, d'avoir un soutien inconditionnel à Israël, et puis après de se dire quand même Netanyahou il va loin et comment on peut l'arrêter. Je trouve que la France a du mal à se positionner véritablement, et que je trouve que c'est très éloigné de ce qu'on aurait pu voir auparavant dans des temps anciens où des De Gaulle étaient à la tête de l'État et étaient peut-être un petit peu plus fermes sur les positions, un peu moins de en même temps qu'on a du mal à comprendre. Donc voilà, je me suis un peu éloignée de la situation, mais moi je questionne, et malheureusement on compte pas grand-chose dans toute cette situation. Non mais on va en parler de ce que vous dites, Émilie, parce que pendant ce débat, hier soir au Sénat, Stéphane, il a été aussi question de la guerre entre Israël et le Hamas. Tout à fait, et dans son discours, le Premier ministre est revenu sur les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre. Il a rappelé la position de la France. Ayant sans jamais faiblir défendu la sécurité d'Israël, nous sommes d'autant plus fondés à dire notre désarroi face à ce à quoi nous assistons depuis plusieurs mois à Gaza, à dire que la situation humanitaire heurte nos consciences, que des femmes et des enfants gazaouis allant chercher de quoi se nourrir soient pris pour cible. C'est insupportable. Le sujet a aussi été abordé par le président du groupe LR, Mathieu Darnaud, pour qui la reconnaissance d'un État palestinien est inéluctable, c'est ce qu'il a dit, mais que les conditions de cette reconnaissance ne sont pas réunies, notamment à cause de la présence du Hamas à Gaza. Mais Mathieu Darnaud a aussi questionné l'opération militaire israélienne. Bien qu'elle n'ait pas été éradiquée, force est de constater que les capacités de nuisance de l'organisation terroriste sont désormais considérablement réduites. Dès lors,
La situation militaire actuelle peut difficilement expliquer et encore moins justifier les tragédies subies par la population gazaoui. À ces souffrances, il est nécessaire qu'Israël modifie sa stratégie. Il en va de sa responsabilité, mais aussi de son intérêt. Car il est une vérité absolue, Gaza est une terre palestinienne. Elle sera peuplée demain par ces mêmes Palestiniens. Et du côté des socialistes, le sénateur Jean-Marc Wessous-Fort a lui appelé à ce que la diplomatie prime sur la guerre. La désescalade au Moyen-Orient doit venir de ceux qui croient en la diplomatie. Elle doit venir de ceux qui placent la prééminence du droit international et du multilatéralisme au cœur de leur socle intangible de valeurs. Elle doit venir de ceux qui défendent la solution à 2 États, position historique des socialistes. Dans ces moments où l'histoire bascule, comme en 2003, avec l'intervention des États-Unis en Irak, il y a un pays qui sait dire non au monde, qui sait dire au monde ce qui est juste. Ce pays, c'est la France. Monsieur le Premier ministre, notre pays a la responsabilité de rappeler que le droit et la négociation doivent l'emporter sur la force et le fait accompli. Est-ce que la France peut jouer un rôle encore dans ce conflit, Michael ? Pas vraiment. Et c'est d'autant plus intéressant que de voir à quel point toutes les interventions que vous avez choisi de montrer sont déconnectées de la réalité. Personne n'a évoqué le fait qu'il y a un plan sur la table en ce moment qui est étudié et qui peut-être va être publié dans quelques jours, justement où il y aurait une recomposition totale de la région avec des solutions justement où Israël reconnaîtrait la solution à 2 États à condition que les otages s'arrêtent. Et que les otages soient libérés. Parce qu'au fond, les parlementaires ne savent pas ou ne veulent pas restituer, c'est au fond le principe de base. On demande, la question est posée sur pourquoi les opérations militaires continuent à Gaza. En réalité, ils ne veulent pas entendre le message principal, c'est que si les otages sont libérés, la guerre s'arrête. Il n'y a aucune autre... Quand on regarde sur le terrain ce qui se passe et qu'on lit ce qui se passe même dans la presse arabe régionale, tout le monde le sait. Pourquoi les parlementaires français ne sont pas conscients de ça ? En réalité, il y a en ce moment un nouveau Moyen-Orient qui est en train de se mettre en place. Tout le monde arabe veut que le Hamas quitte le pouvoir parce qu'il a échoué à développer effectivement cette terre palestinienne qui doit être une terre palestinienne, mais avec des gens capables de développer une société palestinienne et non pas faire des tunnels. Et ça, c'est dommage, je trouve, que ça n'arrive pas à la conscience de parlementaires français, d'autant plus qu'au Sénat, on travaille un peu plus qu'ailleurs et qu'on a l'habitude d'être au courant. Donc, je trouve qu'il faudrait s'actualiser parce que les choses vont très, très vite. Très, très vite. Et même ce que dit le Premier ministre n'est pas en phase avec l'actualité. Il y a une déconnexion, Émilie ? Peut-être qu'il y a une déconnexion, mais je pense qu'il y a eu aussi, des prises de position, encore une fois, moi, que je trouve qui ont fait des dégâts, parce que la situation de Gaza, si on peut en parler aujourd'hui comme ça, rappelez-vous, il y a eu un moment où on ne pouvait pas en parler. Alors c'est vrai que ça a utilisé aussi politiquement par notamment LFI à des fins électoralistes, pour parler à un certain électorat. Donc ça a brouillé encore une fois les pistes, exactement dans le même exercice que Betaram, c'est-à-dire que on prend un élément, on l'utilise politiquement et ça brouille complètement les pistes. Mais toujours est-il que du coup on ne pouvait pas parler pendant un temps de génocide à Gaza, parce que c'est quand même ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'Israël a continué jusqu'à quasiment transformer en cendres ce territoire. Il n'y a qu'une seule. C'est facile de faire un plan quand au bout d'un moment il n'y a plus personne, il n'y a plus de. Si on veut être précis, il n'y a qu'une seule institution capable de décider, ça a été fait avec la Bosnie-Herzégovine, s'il y a un génocide ou pas. Qu'il y ait une suspicion et une potentialité de génocide, c'est la question qui a été posée par le tribunal et elle est posée et c'est en cours de vérification. Mais je trouve que là aussi, il faut savoir, quand on sait que la guerre s'arrête si les otages sont libérés, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de volonté génocidaire. Oui, je pense que la situation, même ne serait-ce que, là vous parlez de terrain, des médecins humanitaires, des gens qui sont allés sur place, qui ont dit quand même qu'il y avait de la famine, qu'il y avait une situation qui était, alors si c'est pas du génocide, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas qui était gravissime. C'est les drames de la guerre à déplorer. Oui, sauf qu'on a eu du mal on a soutenu Israël parce qu'évidemment cet attentat était terrible, mais on l'a soutenu et à un moment on s'est rendu compte que Netanyahou on ne pouvait pas l'arrêter. Et c'est exactement ce qui se passe pour l'Iran, où
maintenant, on se dit, bah ok, c'est bien de se mettre en confrontation avec le droit international pour essayer de virer des gens dont on considère qu'ils n'ont pas à être à la tête d'un pays, mais jusqu'où on va? Et ça, je pense que la France s'est pris les pieds dans le tapis à essayer de trop... voilà, et elle n'a pas gardé cet équilibre qu'elle avait auparavant. C'est vrai que la France a toujours eu, sur le plan diplomatique, et on l'a vu en effet, l'exemple était cité sur l'Irak, une position beaucoup plus équilibrée sur ce type de problème. Je trouve que là, on est allé un peu loin. Et voilà. Moi, je trouve que la bonne question n'est pas posée. Je pense que si on tient, je ne parle pas de vous, je parle de manière générale, dans le débat public et dans le débat français, si on tient, et c'est parfaitement légitime, à soutenir les Palestiniens, alors il faut sortir le Hamas du pouvoir. Parce que ce mouvement est funeste à son peuple. Il y a 30 ans, les accords d'Oslo se signaient avec une organisation de libération de la Palestine, avec l'OLP de Yasser Arafat. C'est exactement ce qui se passe en Iran. Et jusqu'où on va? Est-ce que la population doit prendre les coups pour ça? Est-ce qu'un pays se met... le Hamas tire sur les... Pourquoi il y a des problèmes autour de la distribution humanitaire? C'est parce que, en fait... Et Jean-Pierre Filiu, dans son travail sur Gaza, l'a parfaitement bien démontré, c'est aujourd'hui laissé au contrôle des bandes et des pillards parce qu'effectivement, il n'y a plus de direction politique. Le Hamas est maintenant aux mains des pillards et des voleurs. Et donc c'est pour ça qu'il y a une situation terrible. Mais une fois de plus, soutenir les Palestiniens, c'est demander d'abord que le Hamas s'en aille pour qu'une gouvernance capable de développer cette société soit en place. Alors on va terminer en disant un mot de la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron a ouvert hier à Paris un sommet pour tracer un avenir politique et économique à la Nouvelle-Calédonie. Un an après les émeutes meurtrières, les lignes de fracture demeurent entre indépendantistes et loyalistes. Mickaël, est-ce que le chef de l'État peut sortir l'archipel de l'impasse? On verra bien s'il a une capacité de pouvoir le faire. On sent bien qu'effectivement, il veut, au fond, prendre la place d'un ministre avec lequel il s'entend bien, d'ailleurs Manuel Valls, mais il considère qu'il n'est pas arrivé au fond, à prolonger ce que Michel Rocard, le mentor de Manuel Valls, avait réussi à faire. C'est vrai aussi qu'il y avait d'autres considérations et personnalités à l'époque. Ça va être compliqué. Je pense que c'est une manière pour Emmanuel Macron de dire je reviens, je reste sur le terrain intérieur et je suis une figure centrale qui réorganise les choses. Pour l'instant, ce processus paraît tellement compliqué que je suis assez sceptique. Sur ce conclave, les conclaves. Oui, les conclaves, ça suffit. Tendance, c'est un joli objet, mais ça n'a pas l'air de très bien marcher. Non, ce qui est difficile, c'est que Manuel Valls, enfin en tout cas le ministre, s'est avancé sur un certain nombre de propositions que les indépendantistes saisissent, comme sur des compétences régaliennes pour l'île, la double nationalité, des choses comme ça. Et c'est difficile maintenant parce qu'on a l'impression que du coup c'est posé et chacun va essayer de se l'approprier, soit pour s'y opposer, soit pour le défendre. On entend un peu cette idée de prendre du temps, et c'est probablement la meilleure des choses, parce qu'économiquement, la Nouvelle-Calédonie, elle souffre énormément, et c'est difficile de débattre politiquement en même temps que d'aider économiquement ce territoire, et probablement l'idée de prendre un peu le temps de la reconstruction avant de prendre des décisions, c'est peut-être le plus sage dans toute cette problématique. Merci à tous les deux. On va regarder ce qu'il y a à la une de la presse régionale avant de se quitter. Stéphane, la canicule et la chaleur restent à la une des quotidiens régionaux ce matin alors que 17 départements sont encore en vigilance orange. Oui, le Midi Libre donne encore quelques conseils pour tenter de se soulager de la chaleur parce que si la canicule est terminée dans une bonne partie de la France, il fait encore jusqu'à 36 degrés à Montpellier aujourd'hui et demain. Le quotidien est donc allé à la rencontre des familles qui se rafraîchissent dans les fontaines de la ville. Nice Matin tente plutôt de comprendre cet épisode de canicule au mois de juin qui dépasse la vague de chaleur de 2003. Vous retrouverez dans les pages du journal le climatologue Joël Guillot qui explique que le climat se tropicalise et donc que le climat niçois ressemble de plus en plus à celui de Miami ou de Dubaï. Le Télégramme, le Courrier de l'Ouest, le Berry républicain nous parle de la sécheresse. Canicule, sécheresse, le cercle vicieux décrit le Berry qui titre « La terre a soif ». La Loire tire la langue pour le Courrier de l'Ouest. Le Télégramme s'inquiète pour les cours d'eau bretons déjà à sec au mois de
de juin. Pas tant la faute de la chaleur que la faute du manque de pluie, explique Bruno Mougin, hydrogéologue au BRGM qui suit les nappes phréatiques. La presse régionale en Corse et dans le sud-ouest alerte sur le chikungunya transmis par les moustiques tigres. Oui, Corse Matin fait état d'un 3e cas signalé à Porticcio, Oriane. 3 personnes infectées au même endroit. Ce sont ce qu'on appelle des cas autochtones. Ça veut dire qu'ils ont été infectés par le moustique tigre sur place et non pas pendant un voyage à l'étranger. Des cas autochtones, on en compte 15 en France pour le moment. Et la Gironde a connu son premier cas du genre. Un garçon de 5 ans a été infecté hier. Et pour terminer, début de réponse à Saint-Quentin après des intoxications alimentaires début juin. Des contaminations à la Bacteria Escherichia coli. 30 personnes infectées par la bactérie. Une fille de 11 ans en est décédée. Les investigations sanitaires confirment que les contaminations sont bien parties de 5 boucheries de Saint-Quentin. Les résultats des contrôles d'hygiène interpellent les nouvelles. On y apprend qu'une semaine avant la fermeture, une des boucheries avait reçu un contrôle satisfaisant. Désormais, c'est le temps de la justice. L'enquête du parquet de Paris se poursuit pour essayer de déterminer la cause des contaminations. Merci beaucoup Stéphane, merci Émilie, merci Mickaël. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée.